Toute ma jeunesse a été bercée par la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Tout mon corps est fait de guerre. Et par conséquent, comme tous les gens de ma génération, mon âme est faite de paix, forcément, et de prescription et d'oubli. Très bien. Et donc, si vous voulez, je suis obligé, étant donné mon âge, d'établir une comparaison. Et la comparaison est assez facile à établir, c'est-à-dire que entre les crimes de gens comme Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, etc., nous avons comme résultat des centaines de millions de victimes, vous voyez. Et aujourd'hui, loin de moi l'idée de minimiser la tragédie que nous vivons, vous voyez. Mais en comparaison, les temps que nous vivons sont tout de même des temps de paix. C'est-à-dire, depuis la fondation de l'Europe, à partir de Schuman et Adenauer, si vous voulez, l'Europe occidentale a traversé 70 ans de paix, ce qui n'était pas arrivé depuis avant la guerre de Troie. Les décisions politiques, la philosophie politique, les idées les plus profondes qu'on puisse avoir sur la politique sont toujours liées à la philosophie de l'histoire. Quelle est l'idée que nous avons de l'histoire, quelle est notre philosophie de l'histoire, est-ce qu'il y a un sens de l'histoire, et le fait d'avoir une action politique vient toujours de cette idée-là. La violence dans laquelle nous sommes n'est pas la violence qu'on croit, c'est pas la violence, c'est pas la fin du monde du tout. Loin de moi l'idée de négliger, d'avoir aucune pitié pour les victimes du terrorisme, bien entendu, c'est pas ça la question. La question c'est de dire, là où il y avait 150 millions de victimes, il y en a aujourd'hui 200. Et donc ça a tellement baissé qu'on est beaucoup plus en paix qu'on ne le croit. Dans les temps précédents, c'était vraiment le tragique, c'était vraiment la mort qui était le moteur de l'histoire, les guerres, enfin le travail du négatif, si vous voulez. Et c'était vrai, et c'est ce que je dis dans mon livre, il y a toute une période de l'histoire où c'est la guerre perpétuelle, c'est-à-dire les estimations qu'un historien du fin 19e avait faites, l'estimation disait entre 2300 avant Jésus-Christ et 1800 après Jésus-Christ, et il y a 9% de temps de paix, n'est-ce pas? Mais il s'est passé une chose extraordinaire à partir d'un certain moment. Il s'est passé un moment décisif par son maximum. C'est-à-dire, je donne beaucoup d'importance à la bombe d'Hiroshima. On arrive au maximum de violence, on arrive au maximum de possibilités de tuerie, et d'ailleurs, non seulement éradiquer l'espèce humaine, mais aussi peut-être la planète. Bon, et là, on est obligé de regarder le passé tel qu'il était. Je crois qu'il y a eu là une coupure et qu'on a quitté ce que j'appelle le deuxième âge, dans mon livre, et qu'on est rentré dans un nouvel âge, voyez, où effectivement la paix a régné. Ouais. Et la paix a régné au moins dans cette petite île, disons assez médiocre du point de vue de la surface, qu'est l'Europe occidentale. Jusqu'à maintenant, nous avons suivi les prescriptions, ou tout ce que vous voudrez, des fondateurs de l'Europe, type Schuman. Effectivement, quand je parle de cette manière, tout le monde va dire « Ah ben voilà un bisounours ». Vous voyez, mais je suis certain, parce que je l'ai vécu, qu'à l'époque de Schuman, on l'aurait traité aussi de bisounours. Parce que c'était absolument utopique de penser qu'après la Seconde Guerre mondiale et ses ravages et ses millions de morts, on pouvait imaginer un temps de paix. Eh bien, il l'a fait. C'est-à-dire il a fondé cette utopie-là. Et nous sommes dans cette île utopique, vous voyez. Est-ce qu'on peut changer le sens de la préposition « contre » ? C'est-à-dire que quand vous m'attaquez, je me défends, donc je fais la guerre, et là nous sommes en paix et nous sommes attaqués. Bon, est-ce qu'on peut inventer un sens nouveau de la paix contre la guerre ? Ne pas faire la guerre à la guerre, mais faire la paix contre la guerre. Foutre la paix à la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on fait une expérience chiffrée et réellement expérimentale, on s'aperçoit très rapidement que les gens, le plus souvent, sont plutôt
orienté vers l'entraide que vers l'opposition. D'ailleurs, quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, ça se dit dans une ignorance navrante de ce qu'est un loup et de ce qu'est un homme. Un loup, c'est pas ce qu'on croit. Les loups sont parfaitement organisés en meute dans une politique cohérente et parfaitement rationnelle. Le loup est un animal admirable. La preuve, c'est que l'Empire romain a été fondé par des jeunes gens qui ont sucé le lait sous le ventre des louves, vous voyez, et que tout le rat romain est sorti de là. Oui. Donc l'homme est un loup pour l'homme, c'est plutôt un bon mot, voyez. Et en effet, je crois que l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire il se conduit vraiment beaucoup plus comme un loup que comme un homme, comme on croit qu'est un homme.